Bonjour. En évoquant soit l'histoire, soit les éléments principaux qui caractérisent un lieu de culte, on comprend un peu mieux ces églises qui accueillent l'Église. On se rend compte alors que nos lieux de culte se sont transformés en fonction des recherches architecturales, mais aussi en fonction de la compréhension que l'on a des liturgies qui s'y vivent. Et ici, la leçon est très importante parce qu'elle nous dit que ces lieux peuvent encore évoluer, peuvent encore se transformer. Les recherches et les travaux des artisans du mouvement liturgique d'après-guerre auront tracé la voie à Vatican II. Ils ont donné des assises palpables à sa réflexion sur l'Église et au visage qu'elle se donne lorsqu'elle se retrouve, l'Assemblée liturgique devenant une icône privilégiée du peuple de Dieu. On réalise alors que l'Assemblée est au cœur de sa compréhension de la liturgie. Par ailleurs, dans ce qu'on appelle la Constitution Sacrosanctum Concilium, ce grand document, le premier d'ailleurs que le Concile Vatican II a donné et qui invite toute l'Église à restaurer la liturgie. Dans ce document, dis-je, nulle part il n'est précisé que l'on devait célébrer versus populum, c'est-à-dire face au peuple, ou encore qu'il fallait redéfinir la configuration de l'Assemblée en s'inspirant des origines. En fait, un seul mot apparaît, un maître mot, celui de participation, affirmant haut et fort que l'Assemblée n'est plus une assistance. L'Assemblée n'assiste plus, elle participe. Et c'est fort de cette reconnaissance que les études historiques, théologiques, archéologiques même, qui invitent à faire des pères conciliaires, ne peuvent qu'obliger les regards à converger dans cette direction. Concrètement, architectes, liturgistes, designers et théologiens se sont mis à la besogne. Ils cherchent à mieux comprendre et à mieux définir l'espace liturgique. Ils travaillent à concevoir des dispositifs qui permettent une conjonction optimale entre les pôles liturgiques et l'Assemblée. À titre d'exemple, de belles réussites exploitent la création d'espaces structurés autour de deux foyers, appelés pour ce motif elliptiques. En dessinant une ellipse, l'Assemblée définit un espace qui permet d'y disposer, en se faisant face, l'ambon et l'autel. Les deux pôles et les deux temps de nos liturgies sont alors inscrits dans l'espace, tout comme le primat de l'Assemblée. Pour en voir un bel exemple, on n'a qu'à franchir le pont Provencher et à se rendre à Winnipeg, à l'église Saint-Gianna, où l'architecte Michael Borewski a conçu un espace où l'Assemblée est première et où chacun des lieux de la liturgie accuse tellement bien leur présence. L'ambon qui nous accueille, disant déjà que c'est la parole qui donne sens à tout l'espace et à ce qui s'y vit. L'autel bien au centre, à la fois table du partage et lieu et symbole du Christ qui se donne. Et comme l'espace est conçu pour une assemblée importante, le lieu de la présidence est bien en évidence dans l'axe de l'autel et de l'ambon. Évidemment, les modèles en ellipse ou en éventail, plus ou moins accentués, ne sont pas les seuls. Mais de telles réalisations donnent à comprendre que les enjeux sont majeurs. Quand on réfléchit à la liturgie, quand on cherche à lui donner toute sa place, il nous faut tenir bien en main deux éléments indissociables, l'Assemblée et l'espace. Il ne faut pas s'étonner alors que ce type d'approche puisse conduire à d'éventuelles transformations, même majeures, en vue précisément de servir toujours davantage l'Assemblée et le mystère qu'elle est invitée à célébrer. Pour prolonger cette réflexion, d'autres activités de formation sont offertes par le service Liturgie et Célébration de l'archidiocèse de Saint-Boniface. N'hésitez pas à en contacter les responsables pour en savoir davantage.